Des braqueurs très bien renseignés attaquent un fourgon de transport de fonds dans les Bouches-du-Rhône, sans faire de blessés, butin 1 million d'euros. Les malfaiteurs ont pris la fuite. À Dresde, l'Elbe a atteint ce matin son niveau record. 30 000 personnes ont déjà été évacuées. En Tchéquie, en revanche, la décrue s'amorce dans la ville de Prague. Jean-Paul II est arrivé en fin d'après-midi à Cracovie, sa ville natale. Un retour aux sources qui relance les spéculations sur une éventuelle retraite. Il y a 25 ans disparaissait Elvis Presley. À Memphis, Tennessee, 35 000 fans sont attendus pour une procession devant la demeure du King. Madame, Monsieur, bonsoir. La jeune épéiste française Laura Flessel, médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, a reconnu aujourd'hui avoir consommé un produit interdit qui est plus un stimulant qu'un dopant, le choramine de glucose. La championne française a appris qu'elle avait été contrôlée positive le 26 mai dernier à Malaga, à la suite, semble-t-il, d'une erreur du kinésithérapeute de l'équipe de France qui lui a remis des pastilles contenant ce produit interdit. La Fédération française se dit responsable et parle de faute professionnelle. Explication Manuel Tissier. Laura Flessel descend dans l'arène. C'était il y a quelques minutes à Lisbonne, une conférence de presse pour expliquer ce contrôle positif. Je suis qu'une victime et qu'aujourd'hui, j'attends que c'est une erreur, une grosse erreur du staff médical et j'attends que la fédération me discute, me lave de tout. Voilà. Le produit, un stimulant à base de sucre et de sel, mais qui contient une substance interdite. De bonne foi, Laura Flessel dit avoir accepté ce petit remontant sur les conseils du kiné de l'équipe de France. D'où sa colère contre la fédération. Elle a raison d'être furieuse, je le serai aussi. Et donc on va se battre pour elle. Donc nous allons plaider au niveau de la fédération internationale, tout simplement, pour que la sanction, s'il doit y avoir sanction, soit la plus douce possible, si possible même qu'il n'y en ait pas. David Soulier, kinésithérapeute diplômé d'État, reconnaît son erreur dans une lettre de démission envoyée très vite à la fédération. J'atteste sur l'honneur être le seul responsable de la prise de choramine glucose, en particulier pour Madame Laura Flessel. Faute grave, car dans la notice du médicament, le risque pour les sportifs est clairement mentionné, même si ce produit est disponible sans ordonnance dans toutes les pharmacies. Ce sont des composés qui sont tout à fait bénins d'utilisation. C'est ce qu'on donne en cas de petite fatigue légère ou lorsqu'on sent que la personne a besoin d'un effet de glucose immédiat. Par excès de confiance et manque de vigilance, la double championne olympique risque gros. Si la contre-expertise confirme le premier contrôle, Laura Flessel pourrait être suspendue 3 mois pour un comprimé au goût bien amer. Aujourd'hui, vers midi, entre Aubagne et Marseille, 4 malfaiteurs ont attaqué au lance-roquettes un fourgon de transport de fonds. Les braqueurs étaient très bien renseignés, selon la police, puisque le fourgon venait d'aller faire le plein de liquidités à la Banque de France. Le commando a pris la fuite, il n'y a pas de blessés. Sur place, Carole Cuello et Benoît Jourdan. Les pompiers terminent d'éteindre les véhicules incendiés par les gangsters. Il est midi. Le braquage s'est déroulé il y a moins de 20 minutes. Le fourgon blindé, alors qu'il terminait sa tournée, a été attaqué dans la zone industrielle d'Aubagne. Bloqué à l'avant par un camion et à l'arrière par un 4x4. Sous la menace d'un lance-roquettes et de fusils d'assaut, les malfaiteurs ont obligé les 3 convoyeurs de fonds à sortir du fourgon. Aucun d'eux n'a été blessé. Puis, les gangsters ont posé une mine magnétique sur le côté du fourgon afin de forcer le blindage. J'arrivais d'en face avec mon camion, j'ai vu de la fumée et je me suis arrêté. Il est sorti une gars derrière le poteau, il m'a mis à joue. J'ai essayé d'avancer, il m'a remis en joue une fois, je me suis couché dans le camion. Après je me suis relevé, il m'a dit ne bouge plus de lui. J'ai dit ça va, je bouge plus, il m'a dit ça va. Il y en avait 2 en moto et 3 ou 4 en voiture. Avant de s'enfuir, ils ont brûlé les véhicules qui ont servi au braquage. Les gangsters ne se sont emparés que des billets de banque, environ 1 million d'euros. Sur place, ils ont laissé tous les sacs de monnaie. La police scientifique a la recherche d'indices, notamment la nature des explosifs utilisés. D'après un commissaire de la brigade de répression du banditisme, il ne s'agirait pas d'un gang originaire de Marseille ou du milieu varois, mais d'une équipe très professionnelle agissant au niveau national. Cet après-midi, un monospace utilisé pour l'attaque a été retrouvé à quelques kilomètres de là, calciné pour ne pas laisser de traces.
En Allemagne, le centre historique de Dresde submergé par la crue de l'Elbe qui a dépassé les 9 mètres. La nuit dernière, les eaux ont envahi l'Opéra Semper, un des plus beaux théâtres néo-renaissance d'Europe, et le château baroque. Déjà, 14 personnes ont trouvé la mort en Saxe depuis le début de la crue. Sur place, Yasmina Farber. Une fourmilière, des centaines de bénévoles mobilisés pour une chaîne de la solidarité. Ici, ils s'affairent à préparer ces sacs de sable qui vont calfeutrer les bâtiments. Sandra a entendu l'appel aux bonnes volontés à la radio. Elle est presque aveugle, mais pour aider à sauver la ville de Dresde, ce n'est pas un handicap. Au début, je n'ai pas voulu venir à cause du chien. Je ne vois pas grand-chose, mais dans une chaîne, ça ne pose pas de problème, j'ai des repères. Les camions assurent le ravitaillement en sable. Chacun joue son rôle. Le plus important, c'est de participer. C'est mieux que de rester à la maison à ne rien faire. Sinon, je me sentirais inutile. Je ne suis pas de Dresde, je viens de Berlin. Et quand on voit les images à la télé, on ne peut pas rester les bras croisés, en espérant que ce travail servira à quelque chose. Dans le quartier évacué de Michten, la chaîne humaine continue. Les digues de sable protègent les rues qui ne sont pas encore sous les eaux. Mais pour les sinistrés, cette crue de l'Elbe est déjà insensée. On ne sait plus ce qu'on doit faire. L'eau est tellement montée la nuit dernière. C'est incroyable. L'Elbe n'a pas fini de monter. Cette nuit, elle devrait atteindre 9,60 mètres, 8 mètres au-dessus de la normale. 3400 policiers quadrillent toutes les zones à évacuer selon l'évolution de la crue. À Dresde, la rivière a déjà poussé 33 000 personnes hors de chez elle. Yasmina, vous êtes sur place, on l'a vu dans les images que vous nous avez envoyées, les sauveteurs sont impuissants face à la montée des eaux. Ils sont impuissants et ils sont notamment impuissants dans le quartier historique de la ville. Vous savez que Dresde possède un patrimoine culturel inestimable. C'est une ville aussi riche que Munich ou Berlin, avec des collections de peintures de la Renaissance, de l'art flamand. Alors toutes ces œuvres ont pu être évacuées, sauvées des eaux, mais aujourd'hui les autorités s'inquiètent pour les bâtiments eux-mêmes. À l'Opéra par exemple, l'eau menace le premier étage et pourrait noyer toutes les installations techniques. Alors c'est une inquiétude immense, surtout quand on sait que ces édifices ont déjà été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale et que l'Opéra, par exemple, a été reconstruit en 1985. La nouvelle crue de cette nuit va à nouveau faire évoluer la situation dans ce quartier historique et c'est à ce moment-là qu'on pourra chiffrer les dégâts, déjà des millions d'euros. Merci Yasmina, j'ajoute que de nombreux dons spontanés sont annoncés, tel le champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher, qui offre 1 million d'euros aux victimes des intempéries. La situation s'améliore en revanche en République tchèque, où certains Pragois ont pu regagner leur domicile. Il s'agit maintenant de nettoyer les amas de boue dans le centre-ville, vous le voyez sur ces images. 13 personnes ont trouvé la mort au cours des inondations. La situation demeure extrêmement préoccupante. Sur place, à Prague, plusieurs immeubles menacent de s'effondrer et près de 200 000 personnes ont déjà été évacuées. Sur place, nos envoyés spéciaux Loïc Delamornay et Thierry Breton. Un sol jonché de débris? Non, ce n'est pas de la terre mais de l'eau qui stagne, un cloaque de 37 mètres de profondeur. Nous sommes dans le métro de Prague, le tiers du réseau est complètement noyé, l'eau s'est engouffrée sans peine dans les escalators et les galeries souterraines. Coût estimé de la reconstruction, 75 millions d'euros. Pour les stations les moins endommagées, on espère une remise en service d'ici 3 ou 4 semaines. Mais pour les stations les plus sinistrées, il ne faut pas compter de réouverture avant la fin de l'année, dans le meilleur des cas. La station de métro Lorenz est située dans le quartier de Karlin, sur les rives de la Moldau. Ce quartier populaire a été très sévèrement touché par la crue. Ici, il est presque trop tôt pour parler de nettoyage. Dans cette rue, des pompiers réussissent à redémarrer une voiture, mais pas question de laisser rentrer les habitants qui se heurtent au barrage de la police. Martin et son père font le pied de grue depuis des heures. Évacués en urgence il y a 4 jours, ils veulent juste récupérer chez eux quelques affaires.
On a besoin de récupérer quelques vêtements, un peu d'argent, des chaussures. J'aimerais que la police soit un peu compréhensive. Je veux bien qu'un agent nous accompagne jusqu'à chez nous, mais il refuse. À l'usure, Martin et son père obtiendront gain de cause et se font escorter par un policier jusqu'à leur domicile. Ceux-là aussi ont été persévérants. Ils ont réussi à récupérer leur canari vivant qui a survécu à 4 jours de solitude. Hier, à quelques centaines de mètres d'ici, 3 immeubles se sont écroulés. Le quartier de Karlín fait moins parler de lui car il n'abrite pas les trésors architecturaux du centre historique. Pourtant à Prague, c'est sans doute le quartier qui a le plus souffert des inondations. Et ses habitants ne sont pas prêts de rentrer chez eux. La police les a prévenus qu'aucun retour ne serait envisageable avant au moins le milieu de la semaine prochaine. Toute l'Europe centrale est donc touchée par ces crues. Il n'y a pas que l'Elbe. Le Danube a atteint aussi son niveau record. À Bratislava, en Slovaquie, la crue menace maintenant la Hongrie et certains lieux de mémoire, comme le camp de concentration de Terezín, ont été ravagés. Claudine Gilbert. Elle seule signale encore le mémorial de Terezín. Sous l'étoile de David, l'ancien camp de concentration nazi englouti par les eaux. Terezín en Bohême, ville du XVIIIe siècle coupée du monde. Un gigantesque lac de 160 km² a submergé la région. Le cœur historique de Český Krumlov en Bohême du Sud, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. La moitié des maisons, les vieux ponts et les pavages sont sérieusement endommagés. La ville vient de subir les plus fortes inondations de toute son histoire. En Hongrie, plus de 1000 km le long du Danube ont été déclarés en état d'urgence. Des milliers de volontaires continuent de renforcer les digues, mais 200 personnes ont été évacuées aujourd'hui en prévision de la crue record attendue ce week-end. En Slovaquie, à Bratislava, le Danube a atteint son niveau maximum la nuit dernière, 9,91 m, avant de redescendre légèrement aujourd'hui. Ici, les inondations semblent provisoirement stabilisées. Selon les autorités, la décrue promet d'être longue. En Allemagne, les eaux menacent toujours de monter. Dans la région de Bitterfeld, à l'est, 35 000 personnes se tiennent prêtes à évacuer. Les risques d'inondation se déplacent encore en aval vers le nord-est. Dans toute l'Europe, les dégâts se chiffrent déjà en milliards d'euros et les crues risquent encore de s'aggraver. Le pape Jean-Paul II est arrivé en fin d'après-midi en Pologne pour un voyage de 4 jours. C'est la 8e fois que le souverain pontife se rend dans son pays natal. Il y célébrera dimanche une messe en plein air, puis se rendra à la cathédrale du château de Wawel où il a été ordonné prêtre en 1946. Il se rendra également sur la tombe de ses parents, au cimetière Rakowice. Les pèlerins ont commencé à arriver dans la ville de Cracovie, ancienne capitale royale de la Pologne, qui en est toujours le centre intellectuel et culturel. La ville est déjà pavoisée aux couleurs du Vatican et de la Pologne, bien sûr. Sur place, Gilles Rabine et Rémi Poissonnier. Sœur Sophia a presque le même âge que Jean-Paul II. Comme lui, elle est de Cracovie. Elle l'a connu prêtre, puis évêque, archevêque et cardinal. Dans sa longue vie, Sœur Sophia n'a jamais commis qu'un seul péché, tout à fait véniel. Elle aime un peu trop les bonbons. Elle appartient à l'ordre des Salésiennes, qui sont en charge de la maison et de la table du pape. C'est un homme charismatique, un homme élu par Dieu, le fils aimé de la Sainte Mère. Toutes mes peines, toutes mes fatigues, toutes mes souffrances, je les offre au Saint-Père. Sur ce marché de Cracovie, l'effigie de Jean-Paul II est partout. C'est normal, il a été le curé de cette paroisse. C'est lui qui m'a fait faire ma première communion. Pour les jeunes de Pologne, Jean-Paul II, c'est presque un prophète. Et forcément, tous s'inquiètent pour lui. Tous les Polonais, nous regardons le pape avec la tristesse. C'est triste de voir Jean-Paul II si fatigué, si souffrant. La faiblesse physique du pape, si visible, ses souffrances, ici tout le monde y pense, mais peu acceptent d'en parler. Et ceux qui viennent de l'autre côté de la frontière, du côté russe et biélorusse, veulent croire qu'un voyage du pape à Moscou est encore possible. Nous l'espérons et nous prions pour cela. En tout cas, ici, personne n'en doute, Jean-Paul II ira jusqu'au bout de son pontificat. Et ils se sont obligés de porter ça jusqu'au bout, jusqu'au sera possible.
pour lui, c'est vraiment la croix qu'il doit porter. Jean-Paul II ne refusera pas de porter sa croix. Certes, l'homme est faible, mais son message reste fort. Isabelle Stess, bonsoir. Ce retour aux sources du pape relance les spéculations sur un possible voyage d'adieu et donc une éventuelle retraite. Écoutez, la dernière fois que Jean-Paul II est venu ici en Pologne, c'était en 1999 et on disait déjà à l'époque que c'était son dernier voyage. Alors c'est vrai, depuis, la santé du pape s'est beaucoup dégradée et cette fois son séjour sera bref, 4 jours seulement, mais plus personne ne se hasarde à faire des prévisions et les Polonais, eux, ne spéculent absolument pas sur une éventuelle démission ou une retraite ici même en Pologne et en ce moment. D'ailleurs, je vous rappelle que le pape a toujours dit qu'il n'y avait pas de place pour un pape à la retraite dans l'Église et qu'il s'arrêtera le jour où Dieu le rappellera. Alors, pour couper court une nouvelle fois à toute rumeur, le Vatican rappelle que le programme prévoit que le pape rentrera lundi à Rome, que ce sera son dernier voyage à l'étranger cette année, mais qu'on parle déjà des Philippines et de la Croatie pour l'année prochaine. Merci Isabelle. En Algérie, 26 personnes ont été assassinées la nuit dernière dans la région de Chlef, à 200 km à l'ouest d'Alger. Un groupe armé islamiste a attaqué et égorgé 3 familles. La région est l'un des fiefs du GIA. Depuis le début du mois, plus de 100 personnes ont été tuées en Algérie. Aux États-Unis, les familles des victimes de l'attentat du 11 septembre ont déposé plainte contre les financiers supposés du réseau terroriste Al-Qaïda. Le collectif qui rassemble 600 personnes met en cause, entre autres, certains membres de la famille royale saoudienne et plusieurs banques internationales. Vincent de Guyenne. Ceux qui, par leur argent, ont permis à Al-Qaïda de faire cela doivent être punis et mis hors d'état de nuire. Telle est la volonté de ces 600 plaignants, tous proches des victimes des attentats du 11 septembre. Un stylo pour remplir un chèque ou une souris d'ordinateur pour faire un transfert de fonds, ce sont aussi des armes. Des banques, des soi-disant associations de charité et les personnes nommées dans cette plainte ont le sang de mon fils sur les mains. Outre Ben Laden lui-même, la plainte vise 7 banques, 8 fondations caritatives musulmanes, le gouvernement soudanais et 7 saoudiens. Les sommes réclamées sont astronomiques, plusieurs milliers de milliards de dollars. Selon ce Français chargé de rassembler les preuves, l'objectif des familles n'est pas de gagner de l'argent, mais surtout d'en faire perdre un maximum aux banques et sociétés qui ont soutenu Ben Laden. Donc l'idée c'est plus jamais ça. Plus jamais ça, ça veut dire quoi concrètement pour elle? Ça veut dire on va tout mettre en œuvre pour les ruiner, effectivement, pour les mettre en banqueroute, pour les mettre en faillite, concrètement. Ben Laden est au centre d'un gigantesque réseau financier international. Sur ce graphique, il se cache derrière le numéro 668. Lié par exemple au 359 Khalid Ben Mahfouz, homme d'affaires et grand argentier de la famille royale saoudienne. Une famille directement touchée par la plainte puisque 3 de ses membres sont visés, dont le prince Turki Al-Faisal, ancien patron des services secrets. Voilà donc l'Arabie Saoudite à la fois alliée des Américains et pays d'origine de Ben Laden, mise en cause alors qu'elle n'a cessé de clamer son innocence. Ses rapports avec les États-Unis s'en ressentiront-ils? Aucune réaction officielle de Riyad pour le moment. Et puis le procès du Français Zacharias Moussaoui, seul inculpé dans les attentats du 11 septembre, a été repoussé de 3 mois. Il aura lieu le 6 janvier prochain. La juge a estimé qu'un délai supplémentaire s'imposait. Moussaoui, après avoir plaidé coupable, est revenu sur sa défense et plaide aujourd'hui non coupable. En Californie, le jeune homme de 16 ans qui l'an dernier avait ouvert le feu dans son école, tuant 2 de ses camarades et en blessant 11 autres, a été condamné aujourd'hui à une peine de 50 ans de prison. Charles Williams, que vous voyez sur ces images, le jeune meurtrier, n'a pas pu expliquer son geste, mais s'est excusé auprès des victimes en écoutant sa sentence. En Grande-Bretagne, 12 jours après la disparition de Holly et Jessica, la police interroge un homme et une femme et a perquisitionné leur maison. Les enquêteurs indiquent qu'ils sont interrogés en tant que témoins et non en tant que suspects. Une interpellation qui intervient au lendemain de la réunion des 350 habitants de Soham, invités à s'observer mutuellement, ce qui suscite des commentaires variés. Sur place, Bernard Lebrun. La guerre des nerfs en direct. Chaque jour apporte son lot de rebondissements. Cette fois au 12e jour et à 3 reprises en moins de 24 heures, cet homme, l'inspecteur principal de la police locale, a créé la surprise. Randy Hebb annonce que 2 suspects, Ian Huntley, concierge du collège de Soham, Maxine Kaur, assistante maternelle à l'école primaire de la petite Holly, sont interrogés. Et voici la maison du couple, dans le centre-ville de Soham.
premières de la ville à être fouillées. Tous deux sont parfaitement connus. Exemple, 4 jours après la disparition de Jessica et Holly, les télévisions ont rencontré Maxine Carr. Elle montrait alors la carte postale qu'elle venait de recevoir de Holly. Elles étaient très amies. Hier soir, à la réunion des habitants, nous avons croisé Maxine à l'entrée. Et pour cause, puisqu'elle se déroulait dans le collège que garde son amie. L'inspecteur, lui, à son issue, à notre surprise, s'était forgé une conviction. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la réponse à l'enlèvement se trouve ici. Troisième surprise ce matin, l'inspecteur orchestre un nouvel appel aux ravisseurs par les parents au lendemain de son incompréhensible ultimatum. Un appel de détresse, mais qui redit toute sa confiance dans la police. L'équipe de football de Manchester, dont les 2 petites filles portaient les maillots rouges lors de leur disparition, a lancé aujourd'hui un appel au public. C'est le manager du club, Alex Ferguson, entouré de l'équipe, vous les voyez, qui a demandé à chacun d'aider l'enquête. La frontière italienne, sur les pentes du col de l'Arche, la plus grande rave party d'Europe, doit rassembler ce week-end 30 000 jeunes. Les organisateurs ont choisi de passer de l'autre côté de la frontière pour contourner la législation française qui permet depuis mai dernier à la police de saisir le matériel des raves organisés sans autorisation. Thomas Dandois et Valérie Lucas. Un beau duvet tout bleu. Un sac de couchage. Pour dormir la nuit. Une voiture pour dormir. C'est le squat. Service strict minimum pour cet amateur de techno comme pour l'ensemble du Technival d'ailleurs. Ici, l'organisation est quasi invisible. 2 sanitaires pour plus de 4000 personnes. Pour le ramassage des ordures, c'est l'autogestion totale. Encadrement minimum également pour la circulation. Résultat des embouteillages à répétition. Difficile dans ces conditions d'imaginer une intervention sereine des pompiers. Ici, à 1 km derrière la frontière. Le premier poste médical avancé des Français est situé à plus de 5 km. Et les secours italiens n'interviennent pas sur le site au-delà de 11 h du soir. Serait-il possible d'avoir de l'eau? Pourtant ici, à près de 2000 mètres d'altitude, on va porter les électrodes pour le scoper, je donne. Les risques de complications sont très nombreux. Le scope, la nuit, il fait aux alentours de 0. Et dans la journée, il fait jusqu'à 30 degrés. Donc parmi les risques qu'on peut voir, ce sont des risques de gens qui effectivement peuvent faire ce qu'on appelle l'hypothermie. La seule couverture médicale sur le site, de jour comme de nuit, c'est celle des 50 bénévoles de Médecins du Monde. Il y a une équipe médicale qui permet de traiter, on va dire, de la bobologie en passant par des accidents type fracture ou des problèmes, on va dire, psychologiques, psychiatriques qui peuvent être liés à la prise de produits et une antenne information-prévention. Et cette nuit, la situation pourrait bien se compliquer un peu. Météo France annonce des orages sur le secteur. Le corps de 2 alpinistes tchèques a été découvert aujourd'hui sur le glacier de la Charpoix dans le massif du Mont Blanc. Le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix qui les a découverts indique qu'ils étaient encordés et qu'ils auraient été victimes d'une chute alors qu'ils descendaient du Petit Dru. L'action Vivendi Universal poursuit sa dégringolade. Depuis mercredi, elle a perdu 40% de sa valeur. 1 mois et demi après le départ de Jean-Marie Messier, l'arrivée de Jean-René Fourtou n'a pas suffi à rassurer les marchés. C'est la survie même du groupe qui est aujourd'hui en cause. Amaury Guibert et Céline Crespi. C'était en février 2000, les heures glorieuses du groupe Vivendi. Son ancien PDG, Jean-Marie Messier, lançait Vis-à-vis, un portail internet qui devait révolutionner la vie des consommateurs. 1 milliard d'euros a été englouti. Aujourd'hui, l'échec est cuisant, Vis-à-vis ne vaut plus rien, symbole d'un groupe en perdition. En succédant à Jean-Marie Messier, Jean-René Fourtou a constaté les dégâts. La dette de Vivendi Universal s'élève à 35 milliards d'euros. Pour éviter la faillite, l'Empire doit maintenant faire une cure d'amaigrissement. La branche édition devrait être la première à être vendue, mais à quel prix? Devant tant d'incertitudes, le titre Vivendi Universal s'écroule. Il perd 46% en 5 jours et cote 9,30 € ce soir, un prix qui est bien en dessous de la valeur de chaque branche du groupe, ce que l'on appelle les fondamentaux. S'il y avait un seuil basé sur des fondamentaux, ce seuil aurait été à un niveau plus élevé, de l'ordre de 20 €. Le fait qu'on soit aujourd'hui à 9 € montre bien qu'il n'y a pas de seuil et que tout est possible. Tout est possible et aujourd'hui, la survie même de Vivendi Universal est entre les mains des banques. Le groupe attend de leur part un chèque de 2,5 milliards d'euros pour éviter la faillite.
Sur les routes de France, le week-end s'annonce chargé dans les deux sens. Selon les prévisions de la sécurité routière, samedi est classé rouge. De nombreux accidents sont causés sur la route par des objets mal arrimés qui tombent du toit des voitures. Et il n'existe pas en la matière de réglementation. Les conducteurs ne se rendent pas toujours compte qu'ils roulent trop vite pour leur chargement. Conseil et réglementation, Elisabeth Esley et Christophe Vignal. Donc voici une poussette qui a été retrouvée sur l'autoroute avec sa galerie, qui a mal été arrimée par la personne qui conduisait le véhicule. Tous les jours, Sébastien patrouille sur 300 km d'autoroute et tous les jours, il ramasse des objets qui sont tombés des voitures. Fréquemment des affaires de sport, c'est-à-dire vélo, planche à voile. L'hiver, beaucoup de ski, de surf des neiges. Et aussi des matelas, des meubles, des frigos. Parce que tout ce matériel était mal fixé et parce que les conducteurs oublient que la voiture de l'été, beaucoup plus lourde, n'a rien à voir avec celle de l'hiver. Les constructeurs ne prévoient pas ça comme utilisation normale. À chaque fois, ce sont des dispositifs additionnels. Il y a des prescriptions d'utilisation qui sont fournies par le constructeur. Il faut que chacun les prenne en compte et respecte cela en pensant bien qu'il n'est pas un automobile lambda dès lors qu'il a un équipement sur son véhicule. Avec une planche à voile, on conseille de ne pas dépasser les 90 km/h et pour tout bagage, de vérifier l'arrimage à chaque pause. Dans tous les cas, il faut choisir un dispositif efficace et résistant, des barres à fixer sur le toit. Il y a 10 ans, il en existait 2 sortes, aujourd'hui une multitude. On a plus de 500 références. Pour chaque type de véhicule, on a un modèle de barre spécifique. Et quand ces barres sont installées, il faut fixer dessus d'autres dispositifs. Il en existe pour les coffres à bagages, les planches à voile et les vélos. Au moins 150 € à débourser pour limiter les risques d'accidents, d'assurances qui ne garantissent pas systématiquement les bagages endommagés et d'amende. S'il est identifié, l'automobiliste qui a perdu quelque chose sur l'autoroute doit payer 90 € pour avoir mis autrui en danger. Et en mer aussi, on peut être verbalisé. Gendarmerie, police, douane et affaires maritimes sont chargés de surveiller le respect des règles de sécurité. Exemple à Port-Camargue, dans le Gard, où une opération coordonnée a eu lieu pour sensibiliser les vacanciers. Reportage Véronique Aglione et Frédéric Guibal. Un signe de la main et à la sortie du port, la balade en mer s'arrête pour la petite embarcation. Famille nombreuse à bord, un peu trop même. Vous êtes combien? On est 8, on a un gamin. On a un gilet pour gamin en plus. Un gamin, au-dessus d'un an, c'est une personne. Donc vous avez une personne en trop. Non, je savais pas. Une personne en trop, même s'il y a des gilets pour tous, c'est une infraction. Pour ce qui est des papiers, du matériel, tout est en règle. Les loueurs de bateaux, c'est vrai, sont de plus en plus vigilants, mais pas toujours les vacanciers. J'ai le permis depuis l'année passée et c'est vrai que c'est la première fois que je loue un bateau. Non, la deuxième fois, l'année passée, j'en avais loué un. Et bon, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles on fait trop attention, notamment en nombre. Bon, c'est peut-être une erreur. Bon. Sur les petits engins familiaux, je dirais, c'est sur ce type d'engin qu'on a souvent le plus de problèmes de sécurité parce que ce sont des engins qui ne s'éloignent pas beaucoup de la plage, qui ne s'éloignent pas beaucoup de la côte et qui se croient en sécurité et qui donc bien souvent ont le moins de soucis des brassières, des fusées et du matériel de sécurité. Oh, oh, venez s'il vous plaît. À votre avis, ce sont des bouées de quoi ça, monsieur? Parce qu'il y avait un bateau, je pensais que les... Ce sont des bouées de quoi? C'est la bouée des 300 mètres. Vous étiez à quelle vitesse dans la bande des 300 mètres, monsieur? Vous étiez à plus de 5 nœuds dans la bande des 300 mètres. Si. Dépassement de vitesse près des côtes, ce n'est pas l'essentiel des verbalisations, même si les jet skis font souvent monter la moyenne. Le vrai problème, c'est un matériel de sécurité souvent incomplet. Près de la moitié des plaisanciers contrôlés ce jour étaient en infraction. Et puis selon un rapport de la sécurité en mer, les accidents sont particulièrement nombreux dans les eaux territoriales françaises. En 2001, 30 bateaux ont été perdus et 26 personnes sont mortes. Pour la plupart, ces accidents sont dus à la vétusté des navires de pêche et à la perte de vigilance des hommes de quart. La remontée du thermomètre provoque des pics de pollution ici et là, c'est le cas près de Marseille. Et certaines villes comme Strasbourg connaissent régulièrement des phénomènes de pollution urbaine, une dizaine d'alertes par an à peu près. Depuis le début du mois, des scientifiques examinent les turbulences d'air chaud dans les rues pour mieux comprendre ces phénomènes. Christophe Nedart et Jean-Pierre Pasteur. Forte chaleur, absence de vent, des émissions de gaz carbonique dues aux voitures et aux industries, voilà les ingrédients d'un pic d'ozone. À Strasbourg, il y en a en moyenne 5 à 12 par an.
C'est aussi pour comprendre ces phénomènes de pollution urbaine que des chercheurs strasbourgeois ont installé en centre-ville des appareils coûteux et sophistiqués. Objectif, percer les secrets climatiques d'une rue. Ici, nous nous trouvons dans ce que nous appelons un canyon urbain, c'est-à-dire la rue, les murs qui l'abordent et les toits au-dessus. Et le réchauffement des murs, qui est différent d'un mur à l'autre, produit des phénomènes climatiques que nous cherchons à capter par ces capteurs qui sont installés sur cet échafaudage pour les étudier et les comprendre. Il s'agit donc d'analyser au plus près la climatologie urbaine. Un échange continu d'air chaud et d'air froid qui provoque des turbulences atmosphériques à petite échelle. Turbulences qui peuvent avoir une incidence sur la création de pics d'ozone. C'est tout l'intérêt de cette étude. Il s'agit à terme d'améliorer la compréhension des mécanismes qui gouvernent les phénomènes de pollution atmosphérique en ville et en particulier la dispersion de ces polluants. Les scientifiques ne sont pas les seuls à s'intéresser à ces phénomènes climatiques. Urbanistes et architectes pourront aussi puiser dans cette étude pour concevoir un habitat adapté aux villes. Montagne, Pyrénées, elles sont ses amours. C'est comme dans la chanson. Mais Jean-Marc Biolay, lui, ne chante pas, il compte. Depuis 3 ans, chaque été, il va de refuge en refuge raconter des histoires de montagne. Portrait de ce conteur des cimes avec Isabelle de Lyon et David Bresse. Il a déposé Pyrène sur une prairie. Et là, il a pris pierre par pierre, caillou par caillou, rocher par rocher. Il a commencé à construire une montagne. Il a travaillé nuit et jour. Et quand les aiguilles de cette montagne ont touché les premiers nuages, la neige est tombée. C'est donc Hercule qui a édifié les Pyrénées en mémoire de sa bien-aimée, la belle Pyrène. Vous l'avez entendu comme moi. Ce que je vous ai raconté, ce n'est que la vérité. À part peut-être 2 ou 3 petites choses. Avec 4 musiciens, Jean-Marc promène ses histoires dans les refuges d'altitude, là où les hommes se retrouvent après avoir bravé la montagne. Et tout montagnard qui se respecte a 2 bérets dans sa garde-robe. Celui de tous les jours, tout petit, poussiéreux, avec quelques graines de paille de ci, de là. Le cadre du refuge, c'est extraordinaire parce qu'au-dessus du refuge, il n'y a plus rien, il n'y a que les étoiles. C'est vraiment le dernier sanctuaire où on peut trouver des hommes. C'est exactement comme un marin qui aimerait conter ses histoires au milieu de l'océan. 11 étapes dans les Pyrénées centrales, la petite équipe consacre ses vacances à une bonne cause, car les dons qu'elle reçoit sont reversés à l'association Perce-Neige. Certains touristes lui emboîtent le pas, alors Jean-Marc raconte des histoires vraies. Et regardez ce rocher, comment il est poli. On appelait ça des dos de baleine. Parce que c'est le glacier qui a eu un effet d'érosion abrasif et qui a érodé la forme des rochers et qui les a rendus aussi ronds. Moi je suis parisienne, donc j'arrive depuis quelques jours à baigner à la fois dans la montagne, les contes. C'est un peu comme rentrer dans un rêve tout éveillé. Du refuge d'Espingo au lac du Portillon, 3 heures d'effort, mais un retour aux choses vraies pour le randonneur comme pour le conteur. On est tous des passionnés d'abord de la montagne, c'est ça qui nous réunit. Hein. Et ensuite, nous avons tous trouvé chacun une flèche, une corde à son arc pour pouvoir s'exprimer, de faire ressentir ce que la montagne nous apporte au quotidien et tous les jours. Et puis j'ai entendu cette élève qui disait « Awaito, el cap de la montagne !» Regarde le sommet de la montagne, c'est la leçon d'une des histoires, la devise du conteur des cimes. Tous les ans, à Yport, en Seine-Maritime, on fête la mer et la peinture. Après la bénédiction de la mer le 15 août, c'est la vente aux enchères des marines. Des peintures qui sont réalisées dans la journée. Béatrice Montoire et Patrice Hacher ont assisté à ce concours un peu particulier. Des allures de tableau vivant pour un peintre entre ciel et mer. La plage d'Yport est envahie d'artistes pour une conversation avec la mer, protégée par les falaises. La nature est comme réécrite à chaque tableau. Chaque coup de pinceau est un mot, une porte ouverte sur le rêve, semblable à ce que Théophile a dans la tête. C'est imaginaire, ça. C'est-à-dire que c'est... je vois une régate, vous voyez, à Yport, en 1915 par exemple,
Théophile vient depuis 10 ans maintenant. Cette année encore, il a planté son chevalet dans les galets, au milieu de ses 170 compagnons d'art. Au milieu aussi des badauds, curieux, un peu voyeurs, qui donnent à certains des envies d'exil. Les gens viennent, regardent, etc. Mais bon, moi j'aime m'isoler, quoi. Une journée entière à tenter de capturer la magie du lieu, à transformer la mer au gré de ses fantaisies picturales. J'adore les monochromes, c'est la nuit et je vais faire une lune, quoi, cachée derrière les nuages. J'aime bien faire, je le fais dans le temps Étretat, je fais souvent les monochromes. À la fin de la journée, les toiles sont exposées au regard de la critique. Tout à l'heure, elles passeront l'épreuve ultime, toutes seront vendues aux enchères. Et pour Théophile, les choses se sont plutôt bien passées. Je suis bien content parce que j'ai bien vendu ma toile, donc c'est une bonne journée à tout point de vue. De l'œuvre la plus naïve à la plus travaillée, quel que soit le prix de la vente, tous les artistes auront tiré du plaisir de leur travail, à défaut d'argent, qui lui va à la mairie et aux organisateurs. À la Roque d'Enterron, le festival de piano a offert une démonstration de virtuosité avec 2 grands solistes qui se sont partagés un clavier. Le jeu à 4 mains exige une rigueur toute particulière. Leçon de musique avec Bertrand Renard et Jean-Jacques Le Garec. Partager ce qu'on a de plus précieux, son clavier. Se retrouver pour cela dans la même atmosphère de détente et de travail. L'une, Brigitte Engerer, française, accueille l'autre, Boris Berezovsky, russe, pour répéter. Même 2 très grands pianistes doivent apprendre à jouer ensemble. Il faut déjà s'entendre très bien, avoir le même sens peut-être de la liberté dans la musique. Il faut une sonorité commune quand même pour jouer à 4 mains. Il faut être aussi d'accord, ne pas écraser l'autre par son son. Il faut toujours garder un équilibre entre la partie du bas et la partie du haut. Et travailler pour parvenir à une respiration unique. Les compositeurs les aident en respectant quelques règles de base. Toute la partie mélodieuse se trouve beaucoup à droite et la partie rythmique à gauche. Vous pouvez faire une démonstration? Par exemple, les premières fois où on joue à 4 mains, on est assez gêné parce qu'on n'a que la moitié d'un clavier. Mais ces athlètes du son se retrouvent parfois à faire des acrobates et ça leur plaît. Quand je jouais toute seule, je jouais comme ça. C'est pas naturel et c'est stupide de jouer comme ça. À la Roque d'Enterron, Brigitte et Boris, côté scène et côté jardin, dans une leçon d'amitié très partageuse. Quelquefois, c'est nécessaire d'avoir 2 personnes pour faire une musique plus grande. À Memphis, Tennessee, des dizaines de milliers de fans se rassemblent pour un hommage en forme de pèlerinage devant la maison d'Elvis Presley, décédé il y a 25 ans. Les fans viennent du monde entier, ils sont de tous âges, comme en témoigne cette vieille dame, 73 ans, rockeuse dans l'âme et toujours séduite par le King. Jean-Marc Elouz et Ludovic Tourte. Quand je suis triste, il me suffit de mettre des chansons d'Elvis et puis je me sens mieux. Il est mort il y a 25 ans, mais c'est toujours l'homme de sa vie. Annie est retraitée, elle a 73 ans et Elvis, c'est chaque fois le grand frisson. Elle vit à Paris dans un appartement de poupée, mais ici, chaque peluche rappelle une chanson du King. Vous entendez ça? Dans son ancien coffre-fort d'ex-bijoutière, ses seuls trésors sont les vieux livres, les vieux disques d'Elvis, ramenés de ses 13 voyages sur la planète Elvis à Memphis, Tennessee. Polk Salad Annie, l'héroïne d'un rock célèbre, c'est son nom de guerre à Beale Street. Ici, Annie trouve toujours une nouvelle jeunesse.
Cette boutique de souvenirs, non. Pour trouver de l'authentique, il faut chiner chez les pros, près de l'aéroport. Ces Japonais négocient un disque rare à 8 000 €. Annie se contentera d'une assiette Elvis à 25 €, elle l'a cherché depuis longtemps. L'année prochaine, elle achètera peut-être cette photo-là, et comme tous les 16 août, elle rejoindra la procession funèbre au nom des millions de fans pour lesquels Elvis Presley reste un dieu vivant. For it's then that I belong. Fin de ce journal, la dernière édition vous sera présentée aux alentours d'1 h par Alexandre Cara. À suivre la météo avec Patrice Drevet, soirée polar avec PJ, avocat et associé. Je vous retrouve demain à 13 h. Et on se quitte sur ces images de dauphins le long des côtes du Cotentin. C'est l'une des plus importantes colonies en Europe. Et vous le voyez, ils sont au loin là-bas, ces dauphins. Et certains spécialistes essaient de les compter. Bonsoir sur France 2. Votre soirée sur France 2. PJ puis avocats et associés s'unissent pour une soirée rythmée par le crime. Ensuite, Miossec brille sur scène et enflamme le public de Slap. Enfin, à la veille du procès de Pierre Chanal, retour sur 20 ans d'enquête. France 2. Une soirée de polar, Slap et faites entrer l'accusé ce soir sur France 2. Carte noire soluble, le désir instantané. Avec Volvic Fontaine, c'est simple, je ne dors plus. Ça pourrait être pratique, elle est pratique. On est dérangé toutes les 5 minutes. Et un verre de Volvic par-ci, et un verre de Volvic par-là. Volvic Fontaine, c'est quand même bien pratique d'avoir de l'eau de Volvic au robinet. Et demain, grand soleil sur toute la Bretagne. On attend des températures estivales. Beurre paysan breton demeurera toujours du goût. Eh, dites, ça vous donne pas faim de les voir manger? Bon, bah, allez, on y va. Vous savez, tous ces bons grains qu'on leur donne, là, tous ces champs, c'est ça qui donne les bons poulets que vous aimez? Moi, je voudrais que les poulets donnent que des cuits, moi, que du blanc. D'accord. Les meilleurs morceaux des fermiers de Loué, le bon goût partagé. Découvrons le camembert de campagne président. What a day for a daydreaming boy. Camembert de campagne président, le goût de la campagne. Camembert de campagne président, un pouvoir insensé. Je m'appelle Emmanuel, j'ai fait une thèse sur l'émergence du langage, mais le langage que je préfère, c'est celui de la capoeira. La capoeira est un art originaire du Brésil, mais pour moi c'est surtout un art de vivre qui rythme tout mon quotidien. Je m'entraîne tous les soirs, j'aime l'effort physique, la complicité, la fête, se mettre à l'épreuve. Et la capoeira, elle m'a vraiment donné ça, avec en plus le voyage et le soleil du Brésil. Ça a pris une place tellement importante dans ma vie que mon professeur de capoeira est devenu aussi mon mari. La tête. D'ailleurs, j'attends le bébé et j'espère bien que ce sera un futur capoeiriste. C'était Talent de vie sur France 2. La vie, la vraie, au champ. France 2 vous donne rendez-vous avec Télé 2. Alors, notre équipe, 3 filles, 3 garçons. Donc nous avons Pierre, ski alpiniste. Nous avons son collègue de course, Steph, ski alpiniste. Anne, qui fait du biathlon. Nous avons Nicolas, qui fait du saut à ski. Caroline, qui fait du ski alpin. Moi, en fait, je suis un peu le coach du truc. Donc, toutes les épreuves un peu difficiles, je vais les envoyer chez les autres. Et moi, ce qui est un peu facile,
J'irai. On est stressé à mort. On est sur la foire et on s'entraîne pour Fort Boyard. On va s'entraîner un peu? Attention! Hey, il est où, Nico? Bon, l'équipe, on va se coucher et en forme pour demain. On a plein de boyards à aller chercher. Donc moi, je vais essayer de réfléchir à toutes les qualités des personnes qui font l'équipe pour arriver à placer chaque personne au bon endroit. Demain soir, c'est au tour de l'équipe de Carole Montillet d'être à Fort Boyard. Bonsoir à tous. Il n'y a pas de doute, c'est le mois d'août. Et en plus, c'est l'été cette fois. Il n'y a pas de doute non plus. Il fait beau et chaud. Regardez l'animation satellite. Il y a quelques petits passages nuageux ici ou là, mais quand même, le ciel est plutôt dégagé. Et quand on regarde ce que prévoit Météo France pour demain matin au lever du jour, on voit que c'est le soleil qui va briller. Il y a un petit vent de sud sur la pointe de Bretagne jusqu'à 50 km/h. Quelques nuages bas, donc sur le nord-ouest, quelques nuages aussi sur le sud-est. Partout ailleurs, beau soleil demain matin avec quelques brouillards matinaux du côté des Ardennes. Et ça éclate l'après-midi, le soleil, dans un ciel bleu, un ciel un peu plus voilé peut-être quand même sur le nord-ouest avec quelques petits nuages toujours sur la pointe de Bretagne et toujours ce vent de sud jusqu'à 70 km/h. Il y a des orages qui vont éclater sur les Pyrénées-Orientales, également sur le sud des Alpes, mais sinon c'est l'été. Il n'y a pas de doute. Et rapprochez-vous, on va regarder ce qui va se passer demain après-midi sur le nord du pays. Ah, c'est du tonnerre. Il y aura combien ? 29 degrés à Tonnerre. Et alors à Éclair, 30 degrés. Et au déluge, le déluge, 32 degrés. C'est pas beau, tous ces beaux noms de nos petits villages et villes de France, avec du vent toujours sur la Manche, un vent de sud, et du soleil. Et regardez la masse d'air, avec donc ce flux de sud qui nous apporte de la chaleur, la preuve avec les températures au lever du jour, qui varient de 12 degrés au minimum sur les Alpes pour atteindre 20 degrés au maximum, justement sur les Pyrénées-Orientales, et puis 19 degrés dès demain matin à Paris, et demain après-midi, des températures qui seront toujours des températures un petit peu au-dessus des températures de saison, surtout sur le nord. Tiens donc, 32 à Paris pour demain après-midi, 32 à Lille, minimum 23 à Brest, et puis 31 autour de la Méditerranée, 25 degrés à Nice, mais quand même c'est pas mal, et puis 27 sur le sud-ouest et 27-28 degrés sur l'île, mais de beauté celle-là. Et regardons maintenant, avec une température comme ça, avec un ciel comme ça, avec un soleil comme ça, et ben il y a des drapeaux comme ça, des drapeaux verts de Calais jusqu'à Étable-sur-Mer. Et puis sur la façade atlantique du drapeau vert à Lacanau, oh, à Lacanau. Quelle jolie petite ville aussi à Anglette, drapeau vert 7 au niveau de l'index UV. Par contre, du côté de Guilvinec, il y a un petit drapeau orange, prudence donc sur les plages. En revanche, autour de la Méditerranée, de Narbonne jusqu'à la Napoule, en passant par Marseille, et puis si on pousse un petit peu en descendant jusqu'à Calvi, c'est le drapeau vert, index UV 6 et 7. Et le dimanche 18 août, il y aura toujours du beau soleil sur la France, des températures toujours estivales, quelques passages nuageux sur les côtes de la Manche, un léger voile sur le nord-ouest pour lundi, toujours du beau temps, avec quand même quelques orages qui vont se déclencher ici ou là, de la Normandie jusqu'au pays de Bray. Et puis ce que j'ai maintenant à vous dire, eh bien c'est très bonne soirée. Devant France 2, demain, on fête les Hyacinthes. Et puis on va perdre 3 minutes de soleil, mais au moins il sera là. Merci, à demain. Darty, le contrat de confiance. Sans regret, sans inactiver.
Après 20 ans d'enquête, l'affaire des disparus de Mourmelon reste pour certains une énigme. Mais pour d'autres, il s'agit de l'affaire de l'adjudant Chanal. Dans l'attente d'un verdict que la rumeur précède, faites entrer l'accusé juste après le journal de la nuit. Dimanche soir, vos plus petits animaux de compagnie, les acariens, minuscules monstres carnassiers et cannibales, envahissent votre soirée sur France 2. Le football est le plus beau des jeux. Pour certains, il est devenu le plus beau des métiers. Un métier qu'il faut vivre avec passion, avec le respect de l'autre. Pour que le football reste le plus beau des rêves. Défendons le meilleur du football. Ligue de football professionnelle. C'est un spectacle comique, on rigole. Je me marre. Je vous donne rendez-vous demain soir, juste après Fort Boyard, pour le grand zapping de l'humour sur France 2. Ça, c'est encore un truc qui s'est décidé sans moi. Pourtant, Pierre Palmade organise votre soirée. Au menu, C'est la patate que j'ai vu passer. brochettes aux herbes, Oh là là, quelle horreur. buffet à volonté et ambiance garantie. Non mais ça va pas bien derrière. Dites-donc, vous en avez pour longtemps, bêtise ce garçon. Je suis pas fou. Il y a des animaux dans cet hôtel. Attends-moi, il y a une fête. Moi je crois que vos délires, c'est surtout dans la tête que je... Eh bien, vive mon cul et vive la République. Dresde sous les eaux, l'Elbe a atteint aujourd'hui un niveau record. 30 000 personnes ont dû être évacuées. Au même moment à Prague, la décrue a commencé. L'heure est au bilan, les dégâts sont considérables. Braquage spectaculaire, près de Marseille, un commando s'est attaqué à un fourgon blindé au lance-roquettes. Le butin est évalué à 1 million d'euros. Les malfaiteurs sont en fuite. Laura Flessel en accusation, la championne olympique d'escrime a été contrôlée positive lors d'une épreuve de la Coupe du Monde en mai dernier. Elle plaide non coupable et met en cause la Fédération française d'escrime. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce journal de la nuit. L'Elbe n'en finit pas de monter. Ce soir, le fleuve a atteint un niveau historique. La ville de Dresde est sous les eaux. Près de 30 000 personnes ont dû être évacuées. En République tchèque, la décrue a commencé. L'heure est désormais au bilan. Les dégâts sont considérables. Dans la ville, des immeubles se sont effondrés. À la périphérie, des villages sont presque entièrement détruits. Et 70 000 personnes sont toujours sans abri. Le point sur la situation avec Olivier Poncelet. Pendant 2 heures, ce vendredi soir, la télévision allemande a organisé une grande opération de collecte de dons. Pendant la soirée, les directs dans les différentes villes sinistrées se succèdent, ici à Passau, en Bavière. Et de temps à autre, on applaudit les dons les plus importants. 1 million d'euros pour l'offre de Michael Schumacher. Il faut dire que les Allemands en ont besoin. Les dégâts sont considérables et les crues ne sont toujours pas terminées. À Dresde, l'eau devrait continuer à monter. L'Elbe, qui a dépassé les 9 mètres, un record, menace sérieusement musées et galeries de la ville. À l'Albertinum Museum, toutes les collections de sculptures et de peintures ont été mises à l'abri dans les étages supérieurs. Le directeur des lieux ne peut qu'espérer que cela sera suffisant. L'eau continue à monter et si son niveau augmente, pour le moment on parle de 50 cm à peu près, alors cela va vraiment être très juste. L'eau risque d'arriver jusqu'ici dans cette pièce et là tout ce qu'on peut faire c'est attendre. Attendre et prier pour que cela n'arrive pas. À Prague, on a fini d'attendre la montée des eaux. D'ailleurs, elles ont déjà commencé à descendre, à raison de 7 cm par heure. Petit à petit, la Flatva est rentrée dans son lit, tandis que les pompes fonctionnent sans discontinuer dans le centre-ville. Malgré la décrue, quelques 70 000 Pragois attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux. Car même s'il n'y a plus d'eau, les pompiers craignent toujours des effondrements d'immeubles.
Dans la journée de vendredi, le président de la Commission européenne, Romano Prodi, s'est rendu sur place pour prendre la mesure des dégâts. Dimanche, il est attendu à Berlin avec les chefs d'État de la plupart des pays sinistrés. On saura alors comment Bruxelles compte s'y prendre pour venir en aide aux États touchés, car pour le moment, on en est resté aux déclarations d'intention. Dans le reste de l'Europe centrale, la situation est toujours critique. En Autriche, un 8e corps a été retrouvé dans le Danube. En Slovaquie, à Bratislava, le cours du fleuve a atteint la cote de 10 mètres. Et en Allemagne, dans le nord du pays, on s'attend encore à une aggravation des inondations. Claudine Gilbert. Elle seule signale encore le mémorial de Térésine. Sous l'étoile de David, l'ancien camp de concentration nazi englouti par les eaux. Térésine en Bohême, ville du XVIIIe siècle coupée du monde. Un gigantesque lac de 160 km² a submergé la région. Le cœur historique de Český Krumlov en Bohême du Sud, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. La moitié des maisons, les vieux ponts et les pavages sont sérieusement endommagés. La ville vient de subir les plus fortes inondations de toute son histoire. En Hongrie, plus de 1000 km le long du Danube ont été déclarés en état d'urgence. Des milliers de volontaires continuent de renforcer les digues, mais 200 personnes ont été évacuées aujourd'hui en prévision de la crue record attendue ce week-end. En Slovaquie, à Bratislava, le Danube a atteint son niveau maximum la nuit dernière, 9,91 m, avant de redescendre légèrement aujourd'hui. Ici, les inondations semblent provisoirement stabilisées. Selon les autorités, la décrue promet d'être longue. En Allemagne, les eaux menacent toujours de monter. Dans la région de Bitterfeld à l'est, 35 000 personnes se tiennent prêtes à évacuer. Les risques d'inondation se déplacent encore en aval vers le nord-est. Dans toute l'Europe, les dégâts se chiffrent déjà en milliards d'euros et les crues risquent encore de s'aggraver. En Grande-Bretagne, la police interroge un couple dans l'affaire Jessica et Holly. 12 jours après la disparition des fillettes, les enquêteurs ont appréhendé un homme et une femme originaires de la région qui travaillaient à l'école primaire de Saint-Andrew où sont scolarisés Jessica et Holly. Bernard Lebrun et Michael Barnes. La guerre des nerfs en direct. Chaque jour apporte son lot de rebondissements. Cette fois au 12e jour et à 3 reprises en moins de 24 heures, cet homme, l'inspecteur principal de la police locale, a créé la surprise. Randy Hebb annonce que 2 suspects, Jan Otley, concierge du collège de Soham, Maxine Corr, assistante maternelle à l'école primaire de la petite Holly, sont interrogés. Et voici la maison du couple, dans le centre-ville de Soham, première de la ville à être fouillée. Tous deux sont parfaitement connus. Exemple, 4 jours après la disparition de Jessica et Holly, les télévisions ont rencontré Maxine Corr. Elle montrait alors la carte postale qu'elle venait de recevoir de Holly. Elles étaient très amies. Hier soir, à la réunion des habitants, nous avons croisé Maxine à l'entrée. Et pour cause, puisqu'elle se déroulait dans le collège que garde son amie. L'inspecteur, lui, à son issue, à notre surprise, s'était forgé une conviction. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la réponse à l'enlèvement se trouve ici. 3e surprise ce matin, l'inspecteur orchestre un nouvel appel aux ravisseurs par les parents au lendemain de son incompréhensible ultimatum. Un appel de détresse, mais qui redit toute sa confiance dans la police. Et on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, le couple interrogé a été relâché par la police. Et l'équipe de football de Manchester a lancé vendredi un appel au public pour tenter de retrouver Jessica et Holly. Le jour de leur disparition, les 2 fillettes portaient le maillot rouge de Manchester United, frappé au nom du capitaine de l'équipe, David Beckham. Dans une vidéo qui doit être diffusée à la télévision, Alex Ferguson, le manager du club, entouré des joueurs de l'équipe, demande aux Britanniques d'apporter leur soutien à la police. Retour au pays pour Jean-Paul II. Le pape est arrivé vendredi soir en Pologne, son pays natal. À 82 ans, le Saint-Père effectue son 9e voyage en Pologne. Quelques 4,5 millions de fidèles, soit le 10e de la population polonaise, sont attendus à Cracovie pendant la visite papale. Récit de nos envoyés spéciaux Isabelle Testès et Rémi Poissonnier. C'est au son d'un orchestre de montagnards de Tatra, une région qu'il a tant sillonné à pied dans sa jeunesse, que Jean-Paul II retrouve ses compatriotes. Visiblement en bonne forme, le pape descend seul la passerelle. C'est sa terre natale qu'on lui offre dans ce panier. La Pologne, ancien pays communiste à 90% catholique. On n'a pas oublié ici la lutte que le pape a menée contre la domination soviétique. Décidément, les temps changent. Aujourd'hui, c'est un ex-communiste, le président Kwasniewski, qui accueille le pape et demande son soutien.
pour conduire la Pologne dans l'Europe. Il avait 18 ans lorsqu'il est arrivé à Cracovie et à 58, devenu archevêque de la ville, le cardinal Wojtyła devint pape. 24 ans après, il retrouve ses appartements à l'archevêché, tandis que la foule, massée sous sa fenêtre, lui crie « Bienvenue à la maison ». Nouveau massacre en Algérie, 26 villageois ont été assassinés dans un hameau à 170 km à l'ouest d'Alger. Cette tuerie est attribuée aux islamistes armés et porte le nombre de victimes depuis le début de l'année en Algérie à plus de 900. Au Zimbabwe, les arrestations de fermiers blancs se multiplient alors que le président Mugabe a décidé d'accélérer la réforme agraire. C'est l'épreuve de force avec des exploitants agricoles qui refusent d'évacuer leurs terres. Dans un pays où l'essentiel des terres cultivables est la propriété de la minorité blanche, le pouvoir a décidé de les exproprier pour tenter de faire oublier les graves difficultés que traverse le Zimbabwe. Les explications d'Ahmed Tazir. Au Zimbabwe, 70% des fermes industrielles installées dans des espaces fertiles comme ceux-ci appartiennent à des fermiers blancs. Des fermiers blancs qui ne représentent, eux, que 1% de la population. C'est sur ces chiffres que le président Mugabe fonde sa réforme agraire, désormais accélérée. Il se donne les moyens légaux d'exproprier, sans compensation financière, les fermiers blancs. 2900 d'entre eux sont interdits de cultiver depuis le 24 juin et auraient dû quitter leur exploitation au plus tard le 8 août au profit d'agriculteurs noirs. Le souci, c'est que près de 2/3 des fermiers blancs refusent de partir. Le gouvernement zimbabwéen perd patience. Depuis 2 jours, 24 fermiers ont été arrêtés par la police. Des familles obligées de partir, souvent brutalement. Tout à coup, nous avons entendu des coups de feu à l'extérieur, environ 8. Ils tiraient en l'air, mais pas sur nous. Mais ils nous ont dit qu'on avait 5 heures pour partir. La force publique qui prend désormais des mesures directes pour déloger ceux que le président Mugabe appelle les héritiers de la spoliation coloniale. Mais l'actuel climat de terreur met à mal l'agriculture du Zimbabwe. L'ex-Rhodésie, c'était l'ancien grenier de la région. Il ne produit désormais plus qu'1 tiers de ses besoins céréaliers. Et la réforme agraire qui fait partir des agriculteurs avec leur savoir-faire risque d'aggraver la situation. Procès reporté pour le français Zacarias Moussaoui, prévu à l'origine fin septembre. Le procès du seul inculpé dans les attentats du 11 septembre ne s'ouvrira qu'en janvier prochain. Devant la complexité du dossier et les tergiversations de l'accusé, le juge du tribunal d'Alexandria en Virginie a décidé de reporter les débats. Braquage au lance-roquettes près de Marseille. Un fourgon blindé a été attaqué par un commando visiblement très bien renseigné. Les malfaiteurs ont pris la fuite avec un butin estimé à 1 million d'euros. Aucun des convoyeurs de fonds n'a été blessé lors de ce hold-up. Reportage, Carole Coelho et Benoît Jourdan. Les pompiers terminent d'éteindre les véhicules incendiés par les gangsters. Il est midi. Le braquage s'est déroulé il y a moins de 20 minutes. Le fourgon blindé, alors qu'il terminait sa tournée, a été attaqué dans la zone industrielle d'Aubagne. Bloqué à l'avant par un camion et à l'arrière par un 4x4. Sous la menace d'un lance-roquettes et de fusils d'assaut, les malfaiteurs ont obligé les 3 convoyeurs de fonds à sortir du fourgon. Aucun d'eux n'a été blessé. Puis, les gangsters ont posé une mine magnétique sur le côté du fourgon afin de forcer le blindage. J'arrivais d'en face avec mon camion, j'ai vu de la fumée et je me suis arrêté. Il est sorti un gars derrière le poteau, il m'a mis à vous, quoi. J'ai essayé d'avancer, il m'a remis en joue une fois, je me suis couché dans le camion. Après je me suis relevé, il m'a dit ne bouge plus, de lui. J'ai dit ça va, je bouge plus, il m'a dit ça va. Il y en avait 2 en moto et 3 ou 4 en voiture. Avant de s'enfuir, ils ont brûlé les véhicules qui ont servi au braquage. Les gangsters ne se sont emparés que des billets de banque, environ 1 million d'euros. Sur place, ils ont laissé tous les sacs de monnaie. La police scientifique a la recherche d'indices, notamment la nature des explosifs utilisés. D'après un commissaire de la brigade de répression du banditisme, il ne s'agirait pas d'un gang originaire de Marseille ou du milieu varois, mais d'une équipe très professionnelle agissant au niveau national. Cet après-midi, un monospace utilisé pour l'attaque a été retrouvé à quelques kilomètres de là, calciné pour ne pas laisser de traces. Balade dans l'espace pour les astronautes de la Station spatiale internationale. 4 heures dans le vide sidéral pour aménager l'extérieur de l'ISS. Il s'agissait notamment de mettre en place des panneaux pour protéger la station des micro-météorites. Petit tour dans les étoiles avec Pauline Revenaz. Première sortie pour les 2 cosmonautes installés depuis le 7 juin dernier dans la Station spatiale internationale, l'ISS. Le russe Valery Kordzun et l'américaine Peggy Whitson
ont réussi à installer 6 panneaux solaires destinés à protéger la station des météorites qui traversent l'espace. Pas le temps en revanche de remplacer le dispositif Crocma installé il y a quelques mois qui permet de contrôler la pollution émise par les moteurs de l'ISS. L'équipage est sorti avec 1h30 de retard pour des raisons techniques et a dû écourter la mission. Les cosmonautes n'avaient plus assez d'oxygène dans les réservoirs fixés sur les scaphandres. Prochaine sortie au grand air dans 1 semaine. Laura Flessel plaide non coupable. La double championne olympique médaillée à Atlanta a été contrôlée positive à un produit interdit lors d'un tournoi de Coupe du Monde en mai dernier. L'excrimeuse a demandé une contre-expertise. Elle met en cause la fédération française. Le kinésithérapeute qui avait prescrit le produit incriminé a démissionné. Les explications de Manuel Tissier. Laura Flessel descend dans l'arène. C'était à Lisbonne, une conférence de presse pour expliquer ce contrôle positif. Je suis qu'une victime et qu'aujourd'hui, j'attends que c'est une erreur, une grosse erreur du staff médical et j'attends que la fédération me discute, me lave de tout. Voilà. Le produit, un stimulant à base de sucre et de sel, mais qui contient une substance interdite. De bonne foi, Laura Flessel dit avoir accepté ce petit remontant sur les conseils du kiné de l'équipe de France, d'où sa colère contre la fédération. Elle a raison d'être furieuse, je le serai aussi. Et donc on va se battre pour elle. Donc nous allons plaider au niveau de la fédération internationale, tout simplement, pour que la sanction, s'il doit y avoir sanction, soit la plus douce possible, si possible même qu'il n'y en ait pas. David Soulier, kinésithérapeute diplômé d'État, reconnaît son erreur dans une lettre de démission envoyée très vite à la fédération. J'atteste sur l'honneur être le seul responsable de la prise de coramine glucose, en particulier pour Madame Laura Flessel. Faute grave, car dans la notice du médicament, le risque pour les sportifs est clairement mentionné, même si ce produit est disponible sans ordonnance dans toutes les pharmacies. Ce sont des composés qui sont tout à fait bénins d'utilisation. C'est ce qu'on donne en cas de petite fatigue légère ou lorsqu'on sent que la personne a besoin d'un effet de glucose immédiat. Par excès de confiance et manque de vigilance, la double championne olympique risque gros. Si la contre-expertise confirme le premier contrôle, Laura Flessel pourrait être suspendue 3 mois pour un comprimé au goût bien amer. Belle performance à l'occasion du meeting de Zurich. Le Marocain Brahim Boulami a réalisé un bel exploit sur 3000 mètres steeple. Il a battu le record du monde avec un joli chrono de 7 minutes 53 secondes 17 centièmes, battant son propre record établi l'année passée. L'américaine Marion Jones a réalisé une belle performance en remportant largement sa série sur 100 mètres. Petite forme en revanche pour Stéphane Diagana sur 400 mètres haies. Fatigué sans doute de sa performance à Munich lors des championnats d'Europe, il s'est incliné devant le Dominicain Félix Sanchez. Les Lyonnais sauvent les meubles. Les champions en titre ont été malmenés par les Marseillais ce soir dans un match avancé de la 3e journée du championnat de France de football. Résultat match nul 1-1 au stade Vélodrome. Résumé des débats avec Anouk Burel. Que vaut un titre face à ça? Premier match au Vélodrome et ça balance déjà pas mal à Marseille. Première valse, premier mot doux, l'OM a trouvé un nouveau rival, l'Olympique lyonnais. Ironie du sport, c'est un ancien Marseillais, Sidney Govou, qui ouvre le bal pour les Gones à la 13e minute. Un ciseau parfait et le souffle du stade est coupé net. L'OL s'envole, mais le Brésilien Juninho, lui, reste à terre. Un tacle assassin de Dos Santos, sa cheville droite tourne et le vent lyonnais avec elle. Marseille se relève, première occasion en or pour Fernandao, droit au but à la 25e minute et dernier rugissement du lyonnais Grégory Coupet avant le but de Bakayoko. Égalisation et petit flip avant, l'OM exulte à la 28e minute. Marseille rageur, Marseille dominateur à l'image de cette frappe de Leboeuf. Le coup de Franck était presque parfait. Un partout à la mi-temps, côté lyonnais, c'est clopin-clopant. Dominés en seconde période, les Lyonnais peuvent remercier entre autres 1. Le réflexe de Coupet sur la tête de Fernandao et 2. Celui de la barre sur cette frappe de Cyril Chapuis. Score final 1 partout. Cette fois, les rivaux sont quittes. Retour de forme pour Amélie Mauresmo. La Française s'est qualifiée aujourd'hui pour les demi-finales du tournoi tennis de Montréal. Elle a battu la Colombienne Fabiola Zuluaga 6-0, 6-2. Mauresmo, 109e mondiale, qui est toujours en quête de succès, rencontrera en demi-finale la Slovaque Daniela Hantuchova, numéro 8 mondial. L'occasion pour la Française de prendre sa revanche sur une adversaire qu'il avait battue le mois dernier en quart de finale de la Fed Cup.
Pour ceux qui en doutaient, le King est toujours vivant. 25 ans après sa disparition, Elvis Presley fait toujours battre les cœurs. Si l'on en croit sa maison de disques, il aurait vendu jusqu'à aujourd'hui près d'1 milliard de disques. Et chaque année, plus de 600 000 personnes vont se recueillir sur sa tombe. Alors pour finir ce journal, quelques mesures de Love Me Tender. Petite leçon de déhanchement avec le King. Love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Ça a à peine vieilli, il y a toujours la mèche. Alors j'espère que vous passerez une très bonne nuit. Demain on se retrouvera aux alentours de minuit 20 à peu près. Que la nuit vous soit douce. Faites de beaux rêves. À demain. Bonsoir à tous. Il n'y a pas de doute, c'est le mois d'août. Et en plus, c'est l'été cette fois. Il n'y a pas de doute non plus. Il fait beau et chaud. Regardez l'animation satellite. Il y a quelques petits passages nuageux ici ou là, mais quand même, le ciel est plutôt dégagé. Et quand on regarde ce que prévoit Météo France pour demain matin au lever du jour, on voit que c'est le